Alexandrie, monsieur, mérite d'attirer vos regards. Le rang qu'elle occupa parmi les villes célèbres, les savants auxquels elle donna le jour, les monuments qui attestent encore après 2000 ans sa gloire passée, ont des droits à votre curiosité. C'est pour la satisfaire que je parcours depuis 3 mois les lieux où elle fut. C'est en lisant les auteurs grecs, latins, arabes que j'apprends à la reconnaître au milieu des ruines qui la couvrent. C'est en comparant ce qu'ils ont écrit avec les objets qui sont sous mes yeux que je puis vous en tracer le plan. On montre encore à Alexandrie le lieu où l'on enseignait autrefois les sciences, parmi lesquelles la philosophie et l'astrologie, ou plutôt les mathématiques, tenaient le premier rang. On les enseignait d'abord sous des hiéroglyphes dont les anciens Égyptiens étaient les inventeurs. C'est là qu'avaient étudié Homère, Orphée, Pythagore, Platon et ces autres grands hommes qui portèrent ensuite dans la Grèce ces belles connaissances qu'ils avaient puisées en Égypte. Marine Estrangin est dessinatrice. Après 2 années passées sur le site archéologique de Karnak en Haute-Égypte, où elle a effectué des relevés épigraphiques, elle rejoint en 2004 l'équipe du Centre d'études alexandrines. Dès son arrivée, elle croque sur le vif, au hasard de ses découvertes et de ses enthousiasmes, les ambiances et le fourmillement d'Alexandrie. La citadelle de Kate Bey, la Bibliotheca Alexandrina, les cimetières, les bords du canal Mermoudeya, le port de pêche, les églises, les mosquées, les jardins de la ville. Alexandrie n'est pas une ville purement orientale, mais elle a plus de cachet que ne le disent les voyageurs. Malgré les formes maladroitement européennes qu'affectent les belles maisons, on sent bien qu'on est en Afrique. Ici, une porte est encadrée d'ornements sculptés dans le goût turc. Là, un moucharadier laisse entrevoir, à travers ses fines découpures, une silhouette de femme qui regarde. Plus loin, un étage surplombe, une maison se termine en terrasse, un dattier darde au-dessus d'une muraille sa colonne surmontée d'un chapiteau de feuilles. Les maisons de cette ville sont, en général, bâties en pierre de taille et ont assez d'élévation. Les rues sont étroites et donnent la facilité d'étendre d'un toit à l'autre des roseaux ou des nattes qui garantissent les citoyens des brûlantes ardeurs du soleil. Il ne nous restait plus guère que le canal à visiter.
Il n'est qu'un quart de mille de distance. Fait pour conduire l'eau du Nil à Alexandrie, il sert encore, après tant de siècles, à l'usage auquel il a été destiné. Et, dans les inondations, il procure à cette ville une quantité d'eau suffisante pour remplir les citernes. Se déplacer à dos d'âne n'est pas, après tout, une occupation pleine de dignité. On résiste d'abord à l'offre de monter sur un âne comme à une sorte d'affront. Comment cette pauvre petite créature aux longues oreilles, à la selle rouge, vous portera-t-elle? Il y en aura-t-il une pour vous et une pour vos jambes? Puisque la coutume veut qu'on se serve de ces animaux, loin de les mépriser, on doit en être ravi. Il n'y a point de ville au monde où l'on n'ait plus de commodité pour aller d'un endroit à un autre qu'Alexandrie et le Caire. Toutes les rues y sont remplies d'ânes qui sont au service de ceux qui ne veulent point aller à pied. Aux alentours de la ville d'Alexandrie, il y a un grand nombre de jardins plaisants dans lesquels poussent une grande quantité de fruits. Des oranges, des dattes, des limons, des canéficiers, des citrons, des figues et des bananes. Mais on ne trouve ni pommes ni poires. En revanche, on trouve des mustiges, qui sont des pommes d'Adam. On dit que c'est avec ces pommes qu'Adam enfreignit la loi. Il y avait autour de la ville d'Alexandrie des vergers qui présentaient l'aspect le plus agréable et ressemblaient à de belles forêts bien boisées. Ils étaient garnis d'arbres à fruits en plein rapport et de plantes utiles. Leur vue seule engageait les passants à les visiter de plus près, et lorsqu'ils y étaient entrés, tout les invitait au repos. J'allais tous les jours au port regarder les poissons qui vivent dans les eaux mélangées du Nil et de la mer. C'est un spectacle indescriptible. Je n'ai jamais goûté de poisson aussi excellent dans tous les pays que j'ai visités. On fait des barrières pour pêcher les poissons. On y met une nasse de façon que les poissons qui y entrent ne puissent plus sortir. On les prend alors sans peine. Il y en a des amas sur le quai. On extrait les ovaires, on sale le reste et on l'envoie aux villes. Il y a ici des endroits spécialement affectés aux ventes et achats. C'est ce qu'on nomme bazar. Mais il ne faut pas se figurer le palais royal ni la rue Saint-Honoré. Les boutiques sont de fils, coupées d'espace en espace par de petites rues fort étroites et élevées à la hauteur d'une espèce de parapet de 2 à 2 pieds et demi, où les marchands s'asseyent et étalent quelques marchandises. Mon compagnon et moi, nous nous plaçâmes bientôt pour regarder le spectacle en dessous, nouveau et curieux. Et tout en vérité est étrange aux yeux d'un Européen quand il pénètre pour la première fois dans une ville orientale.
Les vêtements pittoresques, les édifices, les palmiers, les hameaux, les gens de diverses nations avec leurs longues barbes, leurs armes et leurs turbans, tous unis pour former un tableau qui se fixe d'une façon indélébile dans la mémoire. يلا وتاني هناك يبهدلوني. ايوه عشان هروح البلد. ايوه يونان السيد دود ايه اللي عارفه؟ طب ياك شويه بقى كده دي كبيره قوي. ولا صاصه يا ابن الوسخه. تعال صاصه بقول لك تعال. في اللعبه دي انا. تعالى. تعال فرفش عشان تطلع في الصوره فرفش. تعالى خلينا نطلع. تلعب يعني. يلا يا عم. يا ما سهرت ليالي عليك أدادي فيك وابوس في ايديك وكل ده وبرضه هتنساني وتروح ما تجيش ما ضرش على قولك والنبي ودي غلطة